Bonjour Frédéric Savecki. Bonjour, ça va? Ça va bien, merci. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Frédéric, tu es politologue, professeur de sciences politiques, spécialiste de la social-démocratie. Entre autres, on va revenir ensemble sur ce qui se joue en ce moment au sein du Parti socialiste. On étendra évidemment plus largement à la gauche, mais précisément quand même sur les débats qui animent le Parti socialiste en ce moment. Cette semaine, on recevait Isabelle Tisse-Saint-Jean, qui est secrétaire nationale chargée des études au PS, et elle nous a dit ceci, c'était même le titre de la midinale: il n'y a pas tant de désaccords à gauche. C'était un peu le contenu de son propos. En gros, elle dit qu'il y a plus de sujets qui convergent à gauche que de sujets qui clivent. Pourquoi alors, Frédéric, comment tu expliques, toi, que la gauche en ce moment ne s'illustre que sur des sujets qui clivent? C'est la gauche qui tombe dans un piège en ce moment, ou ça correspond aussi à un agenda politique pour chacune des sensibilités politiques de la gauche et des écologistes? Alors, on est quand même à un an d'une élection présidentielle et on est, c'est trivial ce que je veux dire, mais à 4 ans d'une élection qui a complètement pulvérisé le visage de la gauche, et pas que de la gauche d'ailleurs. Mais bon, pourquoi? Parce que jusque 2017, le Parti socialiste, bon, et ses alliés immédiats, les radicaux, étaient en position hégémonique. Peut-être pas en une hégémonie intellectuelle, mais enfin en tout cas sur le plan politique et électoral, c'était autour du Parti socialiste que se faisait ou ne se faisait pas. Ça ne s'est pas fait en 2012 puisque Jean-Luc Mélenchon n'avait pas rejoint la majorité, mais enfin bon, c'était quand même autour du Parti socialiste et que se constituait la ligne majoritaire. Et ça remonte à 1981. Bon, donc pendant presque 30 ans, les socialistes se sont habitués à être, on pourrait dire, majoritaires à gauche. Et parfois, évidemment, en 2002, ça s'était traduit par l'élimination de tout candidat de gauche de l'élection présidentielle, précisément parce qu'ils n'avaient pas vu venir le coup. Hein, bon. Mais bon, en dépit de cet accident, aucune alternative autre s'était constituée, était apparue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour beaucoup de socialistes, en 3-4 ans, c'est quand même assez compliqué de se dire qu'on a été dominant et que on ne l'est plus. Alors, l'autre particularité de ce qui s'est passé en 2017, c'est contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre au vu du résultat de l'élection présidentielle, c'est-à-dire un Jean-Luc Mélenchon parvenant à agréger 19% des électeurs et donc pouvant potentiellement représenter une gauche alternative, même si lui, à l'époque, ne se définissait plus comme ça, mais enfin, fondamentalement, son programme, son positionnement, ses électeurs l'ancraient de ce côté-là du spectre politique. On pouvait s'attendre effectivement qu'une recomposition ait lieu, et cette recomposition, non seulement elle n'a pas eu lieu, en tout cas, si on regarde le résultat aussi bien de l'élection européenne que de l'élection municipale, donc deux élections très différentes, l'une qui aurait pu profiter, parce que en l'absence de véritable implantation locale, on aurait pu s'attendre à ce que l'élection européenne soit quand même aussi une élection qui favorise la France insoumise. Ça n'a pas été le cas, et l'élection municipale, on a vu également que ça n'était pas le cas. Et au contraire, ce qu'on a vu apparaître, c'est un challenger, alors qui était déjà dans les starting blocks, j'allais dire depuis longtemps, mais qui peinait à exister de façon autonome, parce que le système majoritaire à 2 tours, qui existe aussi bien pour les élections législatives que pour les élections municipales, obligeait à des alliances. Et les Verts sont apparus, alors pas en situation de nouvelle hégémone, hein, mais comme potentiellement venir finalement casser cette recomposition possible. Donc, tripartition, hein, en tout cas sur le plan. Voilà. Donc, je reviens à ta question. Donc, en l'absence aujourd'hui de pôle autour duquel s'agrège ou s'agrégerait potentiellement une nouvelle alliance, chacun de ces pôles est encore tenté de penser qu'il peut prétendre à l'hégémone. Les socialistes considèrent que, bon, 2017 a été une catastrophe, mais qu'en même temps, l'orientation à droite
très à droite du gouvernement libère du coup un espace pour un électorat de centre-gauche et que par conséquent, sans cet électorat-là, eh bien, on ne parviendra pas de toute manière à reconstruire une domination. Donc, ils regardent à la fois à gauche, sur leur gauche et sur leur droite pour aller très, très vite. Les Verts, très surpris de ce qui leur arrive, enfin, depuis le temps qu'on annonce effectivement cette percée, s'imaginent et à cause évidemment de la place que prennent les enjeux écologiques aujourd'hui dans l'agenda politique national et mondial, qu'ils vont pouvoir prétendre à ça. Et les insoumis considèrent que les performances passées de Jean-Luc Mélenchon le mettent naturellement, parce que c'est le plus expérimenté, en situation. Donc, comme il n'y a pas en plus, évidemment, de régulation entre ces trois pôles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une tradition de négociation, sauf, j'allais dire, 2 à 2, et un peu esquissée à la faveur des élections municipales ou régionales, il n'y a pas d'arbitre. Ouais. Et donc, tout pousse à ce que non seulement ces acteurs rentrent en concurrence, mais exagèrent leurs différences. Parce qu'évidemment, je ne dis pas que ces différences n'existent pas, mais ce sur quoi, évidemment, ils ont tout intérêt à mettre l'accent dès lors qu'ils sont en rivalité les uns avec les autres, toujours, c'est évidemment ce qui les distingue et pas ce qui les rapproche. Ça veut dire que quand Olivier Faure va dans la presse et explique que l'ADN de la gauche, c'est la laïcité, quand Anne Hidalgo interroge le rapport des écologistes à la République, ou même quand une partie des socialistes monte au créneau contre leur propre candidate en Île-de-France, Audrey Pulvar, le Parti socialiste cherche avant tout à se distinguer de ces deux autres formations que sont les écologistes d'un côté et les insoumis de l'autre. Ça n'explique pas tout, mais ça explique une bonne partie effectivement de ce positionnement. Sur quoi les socialistes peuvent encore espérer se distinguer des deux autres pôles? Bon, alors, sur les questions d'environnement, il y a une convergence, c'est plus vert que moi, tu meurs. Enfin bon, voilà, donc là-dessus, et on n'imagine pas les socialistes tout à coup abdiquer, j'allais dire, sur ce terrain-là pour faire comme Arnaud Montebourg, se mettre à défendre le nucléaire ou défendre l'agriculture intensive ou que sais-je. Bon, voilà, c'est pas possible. Bon, ils auraient trop à perdre. Leur électorat, évidemment, clairement, est un électorat urbain. Et ça, c'est l'électorat de la gauche dont je parle, urbain, plutôt éduqué et qui est convaincu effectivement de la nécessité d'un certain nombre de changements radicaux. Sur les questions économiques, là, il y aurait peut-être plus à dire, mais fondamentalement, là encore, et là, Isabelle Saint-Jean a raison, on ne voit pas non plus de grands marqueurs de différence. En revanche, il reste effectivement ce marqueur très symbolique qui en plus a l'avantage de ne rien coûter, c'est-à-dire on ne s'engage pas sur des dépenses publiques considérables, il ne s'agit pas d'ici... donc effectivement, il reste la République parce qu'aux yeux des socialistes, bon, les écologistes sont plutôt à la fois des hyper, j'allais dire, girondins et en même temps des internationalistes multiculturalistes, très ouverts sur ces questions. Donc les insoumis étaient partagés jusqu'à il y a peu, mais que l'aile qui semble avoir emporté est plutôt une aile, je dirais, marquée par la tolérance et par l'acceptation de la diversité culturelle et dans toutes ses formes. Et donc évidemment, la tentation est forte de dire, attendez, nous on garde le temple. Mais qu'est-ce que ça dit justement du Parti socialiste? Le fait qu'il essaie de s'identifier ou de se démarquer à gauche sur les questions de République. On a le sentiment d'ailleurs, il y a des reproches, il y a des critiques qui sont faites à l'égard du Parti socialiste comme étant cette volonté ou une mainmise d'un Manuel Valls qui est quand même très rigoureux sur ces questions-là et quand même qui déplace d'ailleurs le débat sur l'échiquier, sur la droite de l'échiquier politique. Beaucoup disent que Manuel Valls, le printemps républicain, tente de reprendre la main au sein du Parti socialiste. Est-ce que c'est ça qui se joue quand on voit le PS justement vouloir s'afficher sur ces questions-là? Il y a deux choses. La première chose, effectivement, c'est, j'allais dire, pourquoi il y a un positionnement général de la direction du PS sur ce champ de la défense des valeurs républicaines, de manière, j'allais dire,
pas toujours très très précises. Hein. Bon, voilà, on est plutôt dans l'ordre presque de la morale. Là. On affirme des grands principes. Bon, voilà. On se bat pas pour, par exemple, savoir s'il faut interdire le port du voile à l'université ou comme ça. Où là, bon, on reste dans le flou. C'est bien commode d'ailleurs. Hein. Bon. Donc là, il y a clairement un positionnement, on va dire, contre ou de démarcation vis-à-vis des autres pôles de la gauche. Mais il y a effectivement aussi des conflits internes qui se jouent, c'est-à-dire qu'il y a clairement encore dans l'entourage, notamment d'Olivier Faure, une forte présence d'anciens proches de Manuel Valls. Et même s'il n'était pas particulièrement proche de Manuel Valls, il partageait tout un certain nombre de ses positionnements, notamment sur les questions de laïcité, sur les questions de l'islam, sur les questions aussi d'ailleurs sécuritaires de manière générale. Et donc, effectivement, il pousse à la roue. Hein, bon. Et un certain nombre de gens qui sont peut-être moins, j'allais dire, qui se définissent moins comme des gardiens du temple républicain, en profitent aussi pour verser de l'huile sur le feu, pour déstabiliser un peu le premier secrétaire. Il y a bientôt un congrès, il y a la question, effectivement, des anciens proches de François Hollande qui se pose et qui n'est toujours pas réglé. Donc effectivement, affaiblir la direction du PS, c'est aussi stratégique, avec la peur. Et pourquoi il y a cette volonté d'affaiblissement ? Il y a parce qu'on peut faire un certain nombre de reproches, ou en tout cas des analyses critiques de ce qui a été fait, mais clairement, la stratégie d'Olivier Faure est de dire ceci, c'est... c'est ce que disait d'ailleurs Isabelle Saint-Jean. Si on a un candidat issu du PS comme tête de liste, j'allais dire, aux représentants communs à l'élection présidentielle, ça serait mieux. Mais en même temps, ils l'ont montré sur l'élection européenne, ils l'ont montré aussi sur les municipales en s'effaçant au profit d'un certain nombre d'écologistes. Si un autre est mieux placé, on est prêt à suivre. Et bon, voilà. Donc, et ça, il est clair que je pense que quelqu'un comme, alors je ne parle même pas de François Hollande, mais comme Bernard Cazenave ou le Stéphane Le Foll n'en veulent pas. Et donc effectivement... Quand tu dis ils n'en veulent pas, ça veut dire qu'il pourrait y avoir encore une déperdition des cadres du Parti socialiste. Il y a encore une partie des socialistes qui sont tentés de rejoindre le camp de la Macronie. Il y a encore une ambiguïté chez certains socialistes. Non, je ne pense pas, mais ceux qui devaient le faire l'ont fait, j'allais dire, et certains s'en mordent les doigts parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils seraient conduits en quelque sorte aussi loin de leur base. Hein. Mais non, en revanche, on a vu ça avec l'expérience Geoffrin, j'allais dire, dont on entend plus tellement parler, mais enfin c'est quand même des gens qui s'organisent, qui existent pour essayer de soutenir une candidature de François Hollande à l'élection présidentielle. On peut très bien imaginer que cette candidature soit portée sans le Parti socialiste, à côté du Parti socialiste. Et bon, voilà, donc ça peut effectivement être potentiellement lourd de division, même si je pense que ce n'est pas nécessairement l'hypothèse la plus probable, mais enfin en tout cas elle existe. Il est clair que par exemple si demain les socialistes, les écologistes et la France Insoumise se mettaient d'accord pour soutenir par exemple la candidature de Mélenchon, j'en sais rien, je ne sais pas si c'est possible, mais après tout, pourquoi pas, il est clair que là du coup on risque d'avoir là un déport du parti des socialistes au profit d'une autre candidature. Donc, vous voyez, c'est difficile, cet difficile équilibrage interne des forces au PS ne facilite pas les choses. Et on sait que quand un parti décline, quand un parti se rétracte sur son noyau le plus fidèle, c'est pas généralement un signe de capacité à s'ouvrir, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de repli effectivement sur des fondamentaux, sur une identité, une mentalité aussi un peu d'assiégé. Beaucoup n'acceptent pas ou n'acceptent toujours pas ou ont du mal à avaler, un peu comme les anciens empires coloniaux, qu'ils ont perdu leur empire. Hein, donc, et un certain nombre rêvent de le reconstituer et pensent que ça peut être possible de le reconstituer assez vite.
On va revenir un peu sur la question de la stratégie et comment ça se passe et qu'est-ce qui se joue en ce moment à gauche. Mais encore un mot sur ce que tu venais de dire, parce que c'était un point qui a été assez étonnant en fait dans l'interview qu'on a conduite avec Pablo Piovivien, avec Isabelle Kiss-Saint-Jean, où elle nous dit que Olivier Faure finalement a œuvré depuis qu'il est à la tête du Parti socialiste pour une perspective de transformation radicale de la société, contre politique d'accompagnement dans lequel finalement a toujours été le Parti socialiste. Cet affichage de transformation radicale, tel que Isabelle Kiss-Saint-Jean le décrit dans les volontés et dans les presque statuts maintenant du Parti socialiste, puisqu'elle dit qu'il y a une nouvelle génération qui a émergé, que c'est elle qui est à la main du PS. C'est crédible, ça, aujourd'hui, de voir le Parti socialiste engagé dans une transformation, dans une volonté transformatrice de la société? D'abord, quand un parti de droite ou de gauche subit une telle débâcle électorale, c'est la plus grande défaite des socialistes depuis 1900 à peu près, 1898, en termes de nombre de députés, en termes de part dans l'électorat. Enfin, on ne se rend pas compte de ce que ça représente. C'est énorme. C'est pas comme en 93 où il y a eu une élection perdue. Alors effectivement, ils se sont retrouvés avec 60 députés à l'époque, mais derrière, il n'y a pas eu de déclin pour les élections municipales et autres. Alors que là, entre 2014, élections locales et élections nationales, ça a été 90% des parlementaires, vous imaginez, enfin des députés. En 2014, c'était un tiers des villes. Bon, il reste 6 régions aujourd'hui encore majoritairement à gauche, 4 d'ailleurs, je sais pas. Et puis bon, voilà. Et donc c'est terrible hein, ce qui est arrivé. Donc forcément, je veux dire, un parti qui ne se remettrait pas en cause et qui, voyant qu'en plus c'est plutôt un candidat de l'aile gauche qui a, en tout cas, c'est comme il a emporté Macron, mais en Il tout a cas, porté les couleurs du Parti socialiste. voilà. Donc du coup, c'est évident qu'il faut une remise en cause fondamentale de l'orientation, etc. Alors, évidemment, elle Est-ce ne que peut pas Thierry, se jusqu'à faire. dire que le Parti socialiste n'est plus un parti social-démocrate et que son affirmation d'un parti social-écologiste, c'est la bonne qualification pour situer aujourd'hui le Parti socialiste? Est-ce qu'il a fait son mea culpa de ces années, ces décennies de social-libéralisme ou plutôt ou social-démocratie? Je ne sais pas comment on peut le dire d'ailleurs, mais ça dépend de Alors, qui on parle. je pense qu'il faut distinguer ce qui est en quelque sorte l'affichage, c'est-à-dire les déclarations des dirigeants, les proclamations, et ce que pensent véritablement, j'allais dire, les socialistes qui restent, pas tous d'ailleurs nécessairement encartés encore, mais ceux qui, en quelque sorte, constituent le noyau dur sur lequel s'appuie encore le Parti socialiste dans ce pays, c'est-à-dire probablement 6-7% de l'électorat, et puis bon, quand même pas mal d'élus, des choses comme ça. Et là, je pense que la grande difficulté, c'est que cet affichage transformationnel, je ne sais pas comment l'appeler, en tout cas plus radical, et cette écologisation du Parti socialiste, en fait, elle n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que, en tout cas, elle n'est pas profonde. C'est-à-dire, il y a évidemment une conviction qu'il faut changer, faire évoluer les choses vers une société moins polluante, moins consommatrice d'énergie, mais toute la démarche intellectuelle que ça suppose, c'est-à-dire de véritablement à la fois faire une analyse critique et puis de réfléchir sur les solutions, elle n'est pas faite en profondeur, tout simplement parce que les socialistes sont issus, parce qu'ils sont, ceux qui restent sont plutôt vieux, ils sont issus d'une matrice qui reste une matrice productiviste. Il ne s'agit pas de Avec dire, oui, il s'agit pas de ah dire oui, qu'on est dans des urgences écologiques, des urgences démocratiques, des urgences sociales, comme le dit le PS, comme le disent un peu une bonne partie des c'est entreprises. On le voit à l'échelle des régionales d'Île-de-France, on voit bien que sur des sujets, y compris sur des sujets écologistes, les réponses des socialistes ne sont pas les mêmes que celles des écologistes ou ceux de la France insoumise. bien sûr, mais je crois que, alors on va dire c'est déjà bien qu'il y ait cette affirmation, etc.
le problème, c'est qu'on voit bien évidemment toute la logique tactique et puis aussi le fait qu'il y a un certain nombre de dirigeants socialistes qui ont parfaitement conscience de ça. Le problème, c'est que le Parti socialiste n'a pas fait le travail en interne de formation de ses cadres, de ses militants, de ses élus. Alors, bon, certains, évidemment, se forment, j'allais dire, dans l'action et par eux-mêmes et au contact aussi avec les écologistes qui, depuis longtemps, participent aux majorités. Mais fondamentalement, c'est plus un positionnement qui reste de l'ordre de la stratégie, voire même peut-être parfois de la tactique, que d'une conviction profonde et d'une modification des chaînes de pensée, tout simplement, du monde. C'est-à-dire que l'idée, par exemple, qu'il faille revenir sur les logiques de croissance, d'investissement productiviste, etc., c'est pas du tout quelque chose qui est naturel pour beaucoup de socialistes. Alors, ça va peut-être changer, mais le parti, clairement, alors parce que ça fait longtemps que c'est un parti qui n'investit plus assez dans le travail de formation et du travail de production intellectuelle, d'analyse critique de la société, ne s'est pas approprié ça. C'est-à-dire que on pourrait faire une enquête. J'avoue que peut-être que je suis prêt à accepter que je me trompe. Hein. Je n'ai pas fait cette enquête et cette enquête n'existe pas. Mais qu'est-ce que lisent aujourd'hui les sympathisants socialistes? Quels sont les livres ou les auteurs dont ils s'inspirent? Est-ce qu'ils connaissent à minima les grandes références aujourd'hui de la pensée écologiste, critique? Et si j'élargis d'ailleurs, on l'a vu sur la question du multiculturalisme ou sur la question... non, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, c'est encore des gens qui sont marqués par une espèce de keynésianisme matiné de marxisme et puis d'un radicalisme au sens du radicalisme socialiste lié à la culture très Troisième République sur la défense des principes républicains. Bon, il y a une pensée, il y a une réflexion sur l'histoire, sur la colonisation, etc., mais qui est quand même pas très très développée. Je pense que ça, c'est lié aussi à un effet d'âge et c'est lié aussi au type de formation de beaucoup d'élus et de responsables socialistes. Et c'est lié évidemment à ce que ce parti s'est très largement coupé parce que c'était un parti tourné vers l'exercice du pouvoir au niveau local d'abord et au niveau national ensuite. C'est très largement laissé un petit peu coupé de la vie intellectuelle et aussi des liens avec des mouvements sociaux, etc. Donc ça explique aussi d'ailleurs du coup des réactions assez irrationnelles, passionnelles et irrationnelles par rapport, là on l'a vu par rapport à la question de l'islamo-gauchisme ou des réunions non mixtes, etc. Voilà, mon Dieu, c'est le diable, quoi. On réfléchit pas, on réfléchit après parce que ça nous semble inconcevable. Et je pense que... Il y a une tentation, justement, je reviens un peu en arrière, mais il y a une tentation, tu crois, chez certains socialistes, et je pense là plus particulièrement à des personnalités comme Anne Hidalgo, dont on dit qu'elle pourrait avoir des prétentions d'être une candidate à l'élection présidentielle. Il y a une volonté de justement cliver les débats à gauche pour montrer que de gauche serait totalement irréconciliable. J'en sais rien, à vrai dire, parce que je crois que le problème, c'est que comme il n'y a pas de... Même le Parti socialiste aujourd'hui n'est pas capable de savoir comment il pourrait lui-même choisir son ou sa candidate pour l'élection présidentielle, ou au moins sa candidate ou son candidat pour éventuellement une primaire ou que sais-je. Bon, du coup, les initiatives se multiplient. Donc, il y a Anne Hidalgo, il y a Arnaud Montebourg. En embuscade, il y a un certain nombre d'autres candidats qui piétinent et qui sont prêts à se déclarer. Et donc, du coup, évidemment, c'est la tyrannie des petites différences. C'est-à-dire chacun essaye dans sa catégorie de se démarquer sans pour autant oser finalement prendre des risques. Sauf peut-être Arnaud Montebourg qui alors là, lui, fait tout péter d'une certaine façon. Bon. Mais, et donc, du coup, tout le monde s'abrite vers une espèce derrière les fondamentaux, quoi. C'est-à-dire, ah oui, on est tous républicains, il n'y a pas de problème. Bon, voilà, et on est tous écologistes. Et puis, bien sûr, il faudra défendre les services publics. Et puis, bon, puis on ne va pas au-delà. C'est-à-dire, il y a une peur de trop effrayer. Voilà. Alors, on va pas au-delà.
on va pas au-delà, mais dans les prochains jours, une table doit réunir plusieurs personnalités de la gauche et des écologistes à l'initiative de Yannick Jadot. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce rendez-vous? C'est une mise en scène, selon toi, une mise en scène, ou est-ce qu'il peut y avoir une vraie prise de conscience et une dynamique qui pourrait s'enclencher? Qu'est-ce qui se joue dans ce moment-là, à travers tout ce que tu viens de nous expliquer d'ailleurs, hein, c'est-à-dire peut-être aller plus sur le fond et non pas être à la surface des sujets pour montrer qu'on est d'accord sur les sujets? Qu'est-ce qui peut émerger de ce type de réunion? Un miracle est toujours possible, hein, surtout on est quelques jours après Pâques, donc on sait qu'autour des tables, il peut se passer parfois des choses inattendues. Mais plus sérieusement, tant que tout le monde se focalisera et ne se focalisera que sur l'élection présidentielle, à mon avis, c'est perdu d'avant, sauf si tout le monde réussissait à se mettre d'accord sur un mécanisme commun de désignation de ce candidat. Donc, Bon, moi, je pense que… Pour 2022, ça veut dire. Dans ce que je Ouais, comprends, c'est que c'est trop tard pour 2022. Il fallait d'abord se mettre d'accord sur le contenu. alors, ça dépend. Je pense que ça ne serait pas trop tard pour 2022 si on abordait de front trois questions ou trois enjeux, trois défis. D'abord, de ne pas oublier que derrière des élections présidentielles, des élections législatives, et que si on n'a pas une majorité à une élection législative, un président en France, il a très peu de pouvoir. Donc, bon, donc ça veut dire, ça marche aussi d'ailleurs dans l'autre sens. En cas d'élimination de la gauche de l'élection présidentielle, il ne faudrait pas oublier les législatives, bon, c'est très très important. Je crois que ce qu'on a appris en 2017, c'est cette victoire incroyable aux élections législatives d'En Marche ne doit plus se reproduire. Il faut à tout prix expliquer aux Français que tout ne se joue pas simplement sur une personne. Et peut-être qu'aujourd'hui, les Français seraient peut-être plus sensibles justement à entendre ça, vu la manière dont nous avons et nous sommes gouvernés. Donc, si on essayait de régler en même temps à la fois la présidentielle et les législatives, c'est-à-dire aussi une répartition des sièges, il y a très peu de députés de gauche à l'Assemblée nationale, auquel 15 communistes à la louche, 15 insoumis, 29 socialistes. Tout le monde a gagné et les écolos ne sont pas représentés. Quasiment inexistants. Donc tout le monde aurait à gagner à une union à l'élection législative sur des candidatures communes. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de perdants. C'est-à-dire que les insoumis pourraient doubler leur nombre de députés, les socialistes aussi, les écolos avoir un groupe. Donc ça pourrait, c'est au moins aussi important à négocier que qui va être candidat à l'élection présidentielle. Et le troisième élément, effectivement, le programme. Le programme, c'est pas un programme, on se met d'accord sur tout. On ne pourra pas tout faire. 5 ans, c'est vachement court. On sait que de toute façon, ce n'est pas la peine de vouloir imaginer un programme de transformation sociale extrêmement vaste. Le Covid, en plus, nous oblige à mettre en priorité la question de la santé. Donc, c'est de ça dont on devrait parler, de mettre évidemment en numéro 1 la question de l'éducation. Le Covid aussi a montré l'amplification des inégalités scolaires, la question évidemment de l'adaptation de notre système productif aux nouvelles technologies, que là aussi la crise du Covid a accéléré. Bon. Donc ça, c'est là-dessus qu'il faudrait discuter, pas de savoir si on est pour ou contre les réunions mixtes ou l'écriture inclusive. C'est pas de la compétence ni d'ailleurs du président, ni de l'Assemblée. C'est pas l'Assemblée qui va faire une loi qui va… Bon. Donc, si on arrive à faire ça, c'est-à-dire que cette table soit pas simplement de savoir qui est le mieux placé en fonction des sondages pour l'emporter, mais de se dire, bon, commençons d'abord par quelles sont les priorités sur lesquelles on peut se mettre d'accord, comment on peut construire un socle majoritaire qui inclut l'élection législative, qui ne tiennent pas compte du résultat de l'élection présidentielle, parce que si on attend ça, évidemment, ça va être la guerre, ça pourrait peut-être permettre de détendre un peu les choses. C'est-à-dire bon, on ne peut pas à la fois critiquer la Ve République présidentialiste, voire monarchiste, et faire comme si la survie de la gauche et du pays passait par savoir qui aura la chance d'être battu au premier ou au deuxième tour de l'élection présidentielle. L'état des rapports de force politique aujourd'hui fait que de toute façon, un président ou une présidente de gauche, quelle que soit sa provenance, ne peut
être élu qu'à la faveur d'un imbroglio, c'est-à-dire parce qu'il y aura 4 candidatures qui auront fait entre 15 et 18%, et que par miracle, le ou la candidate de gauche aura fait 17,5%, lui permettant de se qualifier au deuxième tour et pourra peut-être… Bon. Donc, de toute façon, derrière, il faudra une majorité. Et c'est la majorité, ça ne sera pas… comme ça s'est passé pour Macron, simplement un vote par défaut. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur le programme élection législative. Sinon, le président ou la présidente, quel qu'il soit, ne pourra rien faire. D'où cette importance essentielle que de travailler sur le programme et sur… voilà, c'est ça, c'est là-dessus, en plus, que les Français, je pense, attendent. Si on commence par la candidature, mais c'est perdu d'avance. C'est-à-dire que c'est perdu d'avance parce que d'abord, il y aura plusieurs candidatures, que derrière, il n'y aura pas de majorité, que ça va être la guerre et que de toute façon, les Français verront que la gauche n'existe pas et donc se rapatrieront sur un autre candidat plus crédible. Donc voilà, c'est ma seule… Moi, dans l'idéal, il aurait fallu des primaires qui rassemblent tout le monde. Ouais. Quand il n'y a pas d'hégémonique, quand il n'y a pas d'hégémone, c'est la seule manière d'arbitrer, c'est d'en appeler aux électeurs, et des électeurs de gauche. C'est pas la tendance qui se dessine, c'est dommage. Bon. Mais du coup, eh ben, les partis doivent reprendre, j'allais dire, la main, et là, imposer à quelques candidats qui soient une plateforme commune qui fasse que n'importe quel candidat soit tenu et d'en tenir compte. Voilà. La question, c'est la question des rapports, tu le disais, la question des rapports de force qui se joue en fait. C'est où est-ce que se situe le centre de gravité finalement, parce que la question que j'allais te poser, mais tu as déjà pour partie répondu, c'est est-ce que le socialisme version 2021 aujourd'hui est soluble dans l'insoumission version Jean-Luc Mélenchon 2017 et inversement sur la question écolo. Est-ce que, et donc, compte tenu du fait que plus personne aujourd'hui n'est hégémonique, ne peut prétendre à une position hégémonique à gauche, c'est comment créer, indépendamment de la question de la candidature de qui peut rassembler tout le monde, mais c'est aussi la question de où se situe le centre de gravité. À partir du moment où la gauche dans ce pays a tout cassé 25% des électeurs, et encore à condition qu'ils aillent voter, quel que soit le candidat, que ce soit Mélenchon ou un socialiste ou un écologiste, il aura besoin, il aura besoin de tous les gens qui sont de gauche. Il ne faudra pas commencer à faire le tri entre les bons et les pas bons. On n'est pas dans un congrès trotskiste ici, ou même dans un congrès de partis politiques. On est là pour gagner une élection dans une situation où on est plutôt politiquement minoritaire. Voilà. Donc et alors si on se divise encore, on est plus minoritaire, on est hyper minoritaire, et ça a un effet évidemment de décrédibilisation, parce que tous les gens qui pourraient éventuellement voter pour ce candidat se disent de toute façon ils sont foutus de se mettre d'accord, ils vont se taper dessus, et donc c'est pas la peine de voter pour eux, autant voter pour un Macron ou pour un Xavier Bertrand qui apparaît gros nounours, gentil, gaulliste social, même si c'est pas vrai. Donc voilà, moi je veux bien qu'on accentue les différences, mais fondamentalement il s'agit de gouverner pendant 5 ans sur la base d'un programme. Merkel la CDU et le SPD y arrivent en Allemagne. Parce qu'ils sont obligés de le faire. Ben, nous, on est obligés de le faire. Beaucoup de gens n'ont pas compris qu'on est obligé de le faire. Et vivent dans l'illusion qu'on n'est pas obligé de le faire, et s'imaginent que parce qu'on va être en tête de l'élection présidentielle, on va pouvoir réaliser son programme. Ben non, on voit bien que même Macron n'y arrive pas. Hein, c'est-à-dire que c'est ça le côté tragique de nos institutions, c'est-à-dire qu'elles donnent l'illusion de tout le pouvoir à une seule personne, à une seule majorité, mais qui du coup, comme il est élu avec un socle électoral qui ne représente qu'au mieux 20 à 25% des électeurs, et encore si on retire les non-inscrits, les abstentionnistes, c'est encore moins, ensuite on ne peut rien faire, ou passer en force. C'est ce qui renforce effectivement la logique policière ou alors faire le programme de l'adversaire. C'est ce que fait Macron, c'est-à-dire qu'il est élu sur un programme, on pourrait dire, libéral dans tous les plans du jeu, mais mène une politique autoritaire et utilise la rhétorique du Front National pour essayer de sauver les meubles. Voilà. Donc, oui, on peut faire ça, allons-y. Et François Hollande, c'est pareil. François Hollande a été élu pour dire, contre Sarkozy, sans avoir construit une alliance à gauche. Le résultat, évidemment, c'est qu'il a fait une politique de droite et qu'en plus, il s'est rétamé. Continuons comme ça, c'est pas un problème.
C'est-à-dire continuons, et on verra le résultat. C'est-à-dire si un président de gauche est élu par accident ou une présidente en 2022, c'est pas la solution la plus probable, mais si ça arrive, ben, il sera dans la merde. Il aura pas, s'il n'a pas de majorité, s'il n'aura pas produit avant une base consensuelle et un programme sur lequel tous. Ça va être la fronde permanente. Ça ne sera plus la fronde d'un petit groupe de socialistes à l'intérieur du groupe. Ça sera une fronde permanente des écolos, des socialistes. Et ça ne tiendra pas, ou sinon par la force. Bon. Donc, et puis le coup prochain, ça sera Marine Le Pen à coup sûr, parce que là, ce sera ou une droite dure. Donc, tant qu'on n'a pas compris ça, il ne se passera rien. C'est un peu la difficulté du moment, parce qu'effectivement, on entend bien aujourd'hui monter cet argument à gauche et les sympathisants, y compris chez les grandes personnalités de la gauche, expliquer que face à la situation d'un second tour probable entre Emmanuel Macron, s'il était en situation de se représenter, et Marine Le Pen, ce danger-là de l'extrême droite et d'un nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron ferait, en tout cas, se créerait les conditions suffisantes pour rassembler la gauche. On entend cet argument beaucoup chez les sympathisants de gauche. Dans le même temps, j'avais envie de te poser une question, et ce sera ma dernière question. En 1981, il y avait plusieurs listes de gauche qui s'affrontaient. Ça n'a pas empêché la gauche mitterrandienne d'accéder au pouvoir. Aujourd'hui, pour gagner, ils sont nombreux à gauche, comme je le disais, à plaider pour l'unité. Compte tenu du contexte, ça te semble être la seule solution pour gagner aujourd'hui? Qu'est-ce qui est la seule solution? L'unité, la question de l'unité. Ça dépend ce qu'on appelle l'unité. L'unité, c'est pas l'uniformité, c'est pas voilà. Quand on voit ce qu'était le Parti communiste en 1972 et ce qu'était le Parti socialiste, d'où il venait, de la SFIO, personne n'aurait imaginé que ces deux partis-là puissent parvenir à se mettre d'accord sur un programme commun. Bon, alors évidemment, ça n'a pas duré jusqu'en 80 précisément, mais ensuite, le rabibochage s'est fait par la victoire, par chaos, j'allais dire, des socialistes sur les communistes. Bon, donc, à l'époque, les différences étaient quand même particulièrement fortes parce qu'on était quand même dans une confrontation internationale Est-Ouest et que les positions par rapport à l'Union soviétique, par rapport à l'OTAN, par rapport à l'Union européenne étaient vraiment très très disjointes. Donc simplement, ils ont réussi à se mettre d'accord sur l'essentiel, et l'essentiel à l'époque, c'était l'économie. Bon. Le programme de réforme économique, donc les nationalisations, les bonifications, la réduction du temps de travail, l'amélioration aussi évidemment des conditions des travailleurs, les droits, de participation, etc. Bon, voilà. Aujourd'hui, ça n'a pas évidemment complètement disparu, mais ce sur quoi il faut se mettre d'accord, c'est les enjeux de transition écologique. C'est la question de la remise en cause d'un certain nombre de décisions pour détricoter les services publics, et c'est sauver les emplois qui peuvent encore l'être dans notre pays. Bon, c'est un défi considérable, mais sur lequel je pense que les différences sont beaucoup moins grandes que sur d'autres enjeux qui sont, je le répète, peut-être pas secondaire du point de vue symbolique et sur la question sur d'orientation pour dire des valeurs avant, etc., mais qui dans la logique de l'action gouvernementale sont très très secondaires. J'oubliais aussi la réforme démocratique. Il faut qu'on soit une vraie démocratie. Là-dessus, où sont les différences vraiment fortes? Il peut y avoir des désaccords sur moi je suis pour une dose de proportionnelle, moi je suis pour une proportionnelle intégrale, mais ça se discute, ça, c'est pas des choses qui ça se tranche, ça se négocie. Bon, ok, je lâche là-dessus, mais en échange bon. Donc c'est ça qu'il faut faire. Mais évidemment, comme personne ne peut, pour dire, il n'y a pas deux partenaires PSPC en position de force, et puis en position de force équilibrée à l'époque. Donc du coup, chacun pouvait avoir l'impression que l'accord lui serait favorable. Là, on est des forces fragiles qui toutes pensent qu'elles vont. C'est Game of Thrones là, hein, c'est vraiment ça. Donc bon, comment on s'en sort autrement que par la guerre, quoi. Bon, Et j'allais dire, je t'avais dit ma dernière question, mais du coup, ça me soulève une autre question, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la place du Parti communiste français dans tout ça, où on sent qu'il y a une volonté de réaffirmer l'identité communiste. Fabien Roussel parle d'une possible candidature de sa part à l'élection présidentielle. Mais ça pose plus largement la question des partis politiques.
Est-ce qu'on ne va pas vers une évolution, déjà que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on a vu que les partis politiques avaient perdu de leur superbe, mais là, est-ce qu'on ne va pas vers une évolution où les partis vont devoir s'effacer aussi? Si les partis s'effacent, la gauche, quelle qu'elle soit, en paiera le prix, parce que Roberto Michels disait que l'organisation, c'était l'arme des faibles. Hein. Si vous n'avez pas d'organisation, si vous n'avez pas de militants, si vous n'avez pas des connexions profondes dans la société, vous êtes face à des entreprises politiques qui, elles, peuvent s'appuyer sur de l'argent, sur des grands groupes médiatiques et qui, évidemment, en plus, dans la de concentration quand même s'il y a Internet, etc. Mais enfin, il y a quand même une concentration très très forte du pouvoir médiatique, ont un rôle écrasant. Donc, continuons. Si on n'est pas capable de redresser la situation, et c'est de renforcer, tout en réformant évidemment la manière d'organiser les partis politiques, si on n'est pas capable de mettre en place des organisations durables, mais avec un minimum de discipline, on voit bien que ça ne marche pas. Si les organisations aujourd'hui étaient fortes, par rapport à des candidats putatifs qui tous estiment pouvoir être les meilleurs parce qu'ils sont la cote la plus élevée dans les sondages, parce qu'ils ont accès aux médias, etc. Si les organisations étaient plus fortes, il y aurait une régulation beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'elles imposeraient une négociation beaucoup plus facilement sur les programmes, qu'elles imposeraient des règles pour sélectionner les candidats qui seraient acceptés par les battus. Or, voilà, quand il n'y a pas d'organisation, c'est la jungle. Alors pourquoi à droite ils s'en sortent relativement mieux? Relativement, parce que quand même on voit que les Républicains sont quand même aussi confrontés évidemment à ce problème, et pendant longtemps parce qu'il y avait le poids, on va dire, du capital économique et des soutiens. Bon, c'est ce qui a fait d'ailleurs l'élection de Macron, hein, d'une certaine manière. C'est une partie des médias et du monde des affaires français a compris que voilà, Fillon était trop à droite et que Macron incarnait une manière de faire passer beaucoup plus facilement un certain nombre de réformes, etc. etc. Donc, la gauche n'est pas taillée pour une compétition qui serait personnalisée. Où les partis seraient évanescents ou cycliques, c'est-à-dire des groupes de supporters au moment des élections, etc. Si on fait ça, on est mort. Voilà, alors c'est pas facile parce qu'évidemment, mais il faut réinventer quand même des organisations puissantes. Je pense d'ailleurs, par exemple, c'est une des grandes faiblesses du Parti écologiste. Il y a 8000 adhérents au Parti vert en France aujourd'hui, mais derrière, ça veut dire que l'ancrage de ce parti dans la société est très fragile, seulement dans les grandes villes, et encore dans certaines grandes villes universitaires. Et ailleurs, il y a personne. Et comment vous faites pour gouverner ensuite si vous avez des responsabilités nationales, si vous n'avez pas ces relais? On voit bien la difficulté. Le problème qu'a Emmanuel Macron avec le mouvement Marche. Voilà. Donc, et le paradoxe, c'est que les vieux partis continuent d'avoir un petit peu cet ancrage, que les autres ne l'ont pas, et que on est en train de voir tout ça se déliter. Et c'est bien regrettable. C'est la force du Parti communiste d'avoir encore, pas partout en France évidemment, mais un tissu de militants. Mais ils n'ont pas la personne, ce qui est un vrai handicap pour eux, mais en même temps, c'est ce qui explique leur survie incroyable. Hein. C'est-à-dire que, bon, même si à chaque élection locale, ils perdent un peu leur base, mais ils sont toujours là, ils comptent. Et je pense que justement, si les organisations avaient davantage de place, les militants issus de la tradition communiste auraient plus d'influence qu'ils ne l'ont aujourd'hui dans ce système hyper morcelé de représentation quasiment personnelle. Voilà. Donc, j'espère que ce n'est qu'un épisode dans l'histoire et pas quelque chose de définitif. Mais si ça devait être une évolution plus durable, la gauche n'est pas prête de reconquérir, parce que la gauche défend des idées de transformation, et pour les défendre, il faut les porter dans la société. Et c'est pas les médias dominants qui vont défendre effectivement le changement. c'est le b.a.-ba, c'est le b.a.-ba, on pourrait dire, de ce que c'est qu'une logique de transformation politique et sociale. Merci beaucoup Frédéric pour tes analyses et cette analyse. Merci Pierre, merci à Regard.
et à et, pour bientôt. tout le travail et bravo pour tout le travail que vous faites et qui contribue aussi effectivement à peut-être On éclairer et espère, rapprocher les on forces. espère, on verra. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt. À bientôt.